Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Le Burkina Faso souvent avec un coup d'État. Oui, et c'est le général Gilbert Diendéré qui devient l'homme fort du pays. En réalité, on sentait les choses venir depuis hier. On fait le point de la situation avec vous. Oui, c'est le couvre-feu au Burkina Faso de 19h à 6h du matin et fermeture des frontières aussi. Nous le voyons donc, la page de la transition est visiblement tournée. Militaires portant l'uniforme du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, la garde prétorienne du président déchu, Blaise Compaoré, est apparu à la télévision nationale pour donner la nouvelle. Il a annoncé aussi la dissolution des autorités de la transition, le gouvernement et le Parlement. Le comité militaire mis en place par les putschistes dit vouloir organiser des élections inclusives. Il appelle les Burkinabés à participer à de larges concertations. À l'heure où je vous parle, Antoine, on fait état de tirs entendus sur place, à tirs de toutes parts, à confier une habitante de Ouagadougou que nous avons contactée. Une situation confuse donc à Ouagadougou, quadrillée par les putschistes. La société civile appelle à un nouveau rassemblement autour de la présidence après avoir été dispersée par des tirs de sommation hier au tout début de la crise. L'hypothèse d'un coup d'État se confirme et le nouvel homme fort, vous l'avez dit, au Burkina, c'est Gilbert Diendéré. Il est aux commandes du président du Conseil de la présidence du Conseil national pour la démocratie. Gilbert Diendéré n'est personne d'autre que l'ancien chef d'état-major de Blaise Compaoré, l'un des plus puissants du défunt régime, un homme de l'ombre discret par nature, mais qui était au cœur du système. Et apparemment, Antoine, il est resté malgré la transition. Alors, a-t-on des nouvelles du président de la transition, Michel Kafando, et d'Isaac Zida, son premier ministre? Gilbert Diendéré s'est exprimé tout à l'heure à la télévision nationale. Il a donné des nouvelles du président de la transition, Michel Kafando, et de son premier ministre, Isaac Yacoba Zida, tous retenus en otage depuis hier au palais présidentiel. Selon le nouvel homme fort, les deux hommes se portent bien, mais aucune date pour leur libération pour le moment. Les réactions après ce qui se passe au Burkina Faso, la communauté internationale a sans doute réagi, Mohamed Ali Mouba. Le palais de l'Élysée condamne fermement le coup de force au pays des hommes intègres. Le président français François Hollande, qui est monté au créneau, affirme qu'il ne peut y avoir de l'égalité avec des putschistes et appelle à la remise en place des autorités de la transition. Hier déjà, l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO ont appelé à un retour à la normale pour ne pas mettre en péril la transition et la voie vers les élections prévues, vous le savez, le 11 octobre prochain. L'Union européenne, de son côté, exige la libération immédiate des otages et soutient toutes les actions entamées dans ce sens. Mohamed Ali Mouba dans ce studio. Le reste de ce qui se passe au Burkina Faso avec Binta Diallo dans la page internationale. Direction Ouagadougou, où nous retrouvons notre confrère Alain Yerombalo. Bonjour Alain. Bonjour Gilles, bonjour Antoine et bonjour tout le monde. Oui, vous êtes en ce moment dans la capitale burkinabé où règne une atmosphère sans doute tendue. Alain, dites-nous comment se présente la situation. Actuellement, les militaires quadrillent pratiquement toutes les rues et ils patrouillent pour empêcher des rassemblements lancés suite à l'appel lancé par la société civile. Tu vois, beaucoup de Ouagadais à moto tentent de passer l'information, mais les militaires veillent et les suivent de près. Ils tirent des rafales en l'air pour disperser. Et ce n'est pas seulement à l'arme automatique au Kalachnikov, mais non, mais il y a des automitrailleuses également qui donc font des rafales de manière à dissuader tout le monde. Voilà, les gens commencent à se terrer chez eux. Oui, Alain, vous êtes à Ouaga pour la rencontre des journalistes africains en investigation. C'est un proche de l'ancien président Blaise Compaoré qui est le nouvel homme fort du Burkina. Il y a des soupçons à faire par rapport à une possible implication de Blaise Compaoré dans cette affaire. Mais oui, parce que en fait, le général Diendéré n'a jamais quitté Ouaga. Il n'a pas été inquiété non plus. Et beaucoup le soupçonnent d'avoir des contacts en dessous avec l'ex-président qui est rentré d'ailleurs il y a 2 jours seulement de Rabat où il était en soins médicaux. Donc là, et ensuite surtout que il y a eu cette déclaration de Léonce Koné, qui est le patron du CDP, qui est l'ancien parti de Blaise Compaoré, qui a juste manifesté une certaine sympathie envers les putschistes et qui disait également que le coup d'État était un reflet de la situation
d'injustice que traversaient les anciens membres du CDP. Ils voulaient justement faire référence à leur exclusion au procès prévu pour octobre prochain. Alors donc, tu vois, c'est juste quand on met tout cela ensemble, on regarde justement du côté d'Abidjan où se trouve l'ancien président. Et vous savez que cette garde présidentielle était comme juste une bombe à retardement que le régime de Blaise Compaoré avait laissé sur place. Puisqu'elle était d'abord constituée de 1300 hommes, donc ça fait 2 bataillons, super entraînés et super armés. Aujourd'hui, aller voir même à décider, ils étaient avec, ils n'ont pas décidé sur les moyens, hein, ce qui fait que les autres unités militaires étaient obligées de rester en caserne et de réserver fer. Merci Alain Yerombalo. Je rappelle que vous êtes le président des journalistes africains en investigation, notre confrère de Radio France Internationale, correspondant de RFI à Bissau. Merci. 12h08, vous suivez le grand journal. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Bambey, la police a arrêté un véhicule particulier. Les limiers ont trouvé dans la voiture volée à Mbao des munitions et du matériel qui peuvent aider à effectuer des cambriolages. Occasion pour la police de Bambey de procéder à une opération de sécurisation dans la Cardiff. C'est un véhicule de marque Mitsubishi volé dans la nuit du 14 au 15 septembre courant à la ZAC de Mbao, qui a servi de moyen de locomotion à des brigands, jusque-là non encore identifiés. Le véhicule immatriculé DK 8566 AS transportait en plus des passagers, des munitions, des pinces coupantes, des marteaux, bref, du matériel pouvant servir à défoncer des portes. L'opération de sécurisation de la ville a aussi permis de mettre la main sur 7 hommes et 6 femmes d'identité douteuse. Des motos Jakarta au nombre de 12 ont été aussi arrêtés par les éléments de la police de Bambey. Bambey. RFM dans la Cardiff. Information de notre correspondant à Kaolack, une femme a été tuée tout à l'heure par son mari à coup de pilon au village de Tcheken, à 7 km de Passy. À l'origine, une affaire de puce de téléphone. Nous y reviendrons. L'affaire Tchonsek, une nouvelle fois mise en délibéré au 22 septembre prochain par la chambre d'accusation de la cour d'appel. Les avocats du chanteur ont introduit une demande d'annulation des poursuites contre leur client. Tchonsek est en prison depuis plus de 3 mois pour une affaire de faux billets de banque portant sur plusieurs milliards de francs CFA. Le juge d'instruction belge qui avait lancé un mandat d'arrêt international contre Hissène Habré est à la barre depuis ce matin. Il répond aux questions du parquet. Son témoignage est très loin d'être favorable à Hissène Habré. Mantouré, bonjour. Vous suivez tout cela. Pour nous, faites-nous le compte rendu. Et bonjour, il s'appelle Daniel Franzen. Il était le juge d'instruction belge qui s'est penché sur le dossier Habré. Après instruction, il a d'ailleurs lancé un mandat d'arrêt international contre l'ancien président du Tchad. Alors pour les besoins de l'enquête aussi, il a profité de l'appel des autorités tchadiennes. Celle-là souhaitait une assistance sur le plan juridique et donc il s'est déplacé au Tchad. Il, dit-il, il a trouvé les locaux de la DDS poussiéreux avec des dossiers manipulés mais non falsifiés, donc authentiques. Il précise qu'il fait dans l'euphémisme des milliers de documents, de cartes d'identité, de passeports, c'est tout simplement sale. Les prisons non détruites, il en a visité et cela montre des conditions compliquées des détenus. Des cellules, de toutes petites cellules où l'on entasse d'innombrables personnes. Alors le parquet général voulait faire le lien entre ces massacres, ces tortures et Habré qui, selon ses propos, est le commanditaire. Le juge d'instruction précise que tous les rapports et les témoignages montrent que tel est le cas. Habré est le principal commanditaire. Les rations, les exactions, tout. Il contrôlait tout. Il était au début et à la fin de tout. Même les plus petits détails, il contrôlait. Aujourd'hui, il n'y a pas de perturbation. La cour est très calme avec Hissène Habré, turban blanc, boubou blanc, petites chaussettes qui laissent entrevoir ses petits mollets. Il fait face à un juge pas du tout colérique, conciliant et qui dirige ce procès de façon professionnelle. Il est burkinabé et ce qui se passe chez lui n'affecte en rien son travail. Il ne laisse rien apparaître en Antoine. Mantouré, merci. Il est 12h12. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Les pèlerins sénégalais bloqués à l'aéroport Léopold Sédar Senghor n'ont pas encore quitté Dakar. 93 d'entre eux ont reçu leur visa. Le commissariat général attend de recevoir le reste. Après quoi, ces pèlerins pourront se rendre
au lieu saint de l'islam à bord de l'avion affrété par le président Macky Sall. Une situation suivie par notre reporter Nafissa Toussila. Ce sera lors de nos prochaines éditions. Révélation de l'hebdomadaire Nouvel Horizon dans sa parution du jour. La tenue du référendum pour la réduction de la durée du mandat du président Macky Sall est prévue en mars 2016. Dans un premier temps, l'on avait parlé du mois de mai pour l'organisation de ces consultations populaires. Arrivée du matériel pour la construction de l'autoroute Ila-Touba, ce sera le 25 septembre prochain. Une information toujours de Nouvel Horizon. Ce matériel est transporté d'après nos confrères par un bateau chinois. C'est le Sénégal qui risque de payer les pots cassés car les sanctions appliquées par l'Arabie Saoudite au groupe saoudi Bin Laden après l'accident mortel qui a eu lieu à la Mecque la semaine dernière. La rencontre prévue dans les prochains jours entre le Sénégal et le groupe saoudien est hypothéquée et les travaux de construction de l'aéroport Blaise Diagne de Diass assurés par Saoudi Bin Laden vont encore tirer en longueur. El Hadji Ogoudiena. Même s'il n'y a pas encore de réaction officielle, les autorités semblent affectées et embarrassées par les sanctions contre Saoudi Bin Laden Group, la puissante entreprise saoudienne qui est en charge de la construction de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Preuve de cet état d'esprit, ces mots lâchés au bout de fil par une source proche de ce dossier. Ça va faire mal, très mal même. À la question de savoir la suite à donner à la collaboration avec Saoudi Bin Laden, notre interlocuteur confie qu'ils attendent d'étudier la situation. D'après cette source, le top management de Saoudi Bin Laden et les autorités sénégalaises avaient convenu de se rencontrer juste après le Hajj pour arrondir les angles dans le différend relatif au 5e avenant pour la construction de l'AIBD. Un avenant de 63 milliards de francs CFA réclamé par la partie saoudienne mais rejeté par la partie sénégalaise. Mais cette rencontre décisive, programmée depuis des semaines, risque de ne pas se tenir de sitôt. Et pour cause, les responsables de Saoudi Bin Laden sont interdits de sortir de l'Arabie Saoudite pour les besoins de l'enquête ouverte par la justice saoudienne, laquelle veut faire la lumière et situer les responsabilités dans l'effondrement d'une crue qui a fait 107 morts vendredi dernier à la grande mosquée de la Mecque après la grande prière. En attendant une solution au contentieux État du Sénégal Bin Laden Group, les travaux de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass devront encore rester à l'arrêt, ce qui va retarder davantage l'échéance de livraison de l'infrastructure maintes fois reportée depuis la pose de la première pierre le 4 avril 2007. En termes aéronautiques, l'on peut dire que l'aéroport international Blaise Diagne de Diass est entré dans une zone de turbulence avant même son décollage. El Hadji Ogoudiena, le collectif des ex-travailleurs des agences dissoutes par l'État apporte un démenti au directeur général de l'ANPEJ. Amadou Lamine Dieng a déclaré sur nos zones que le problème de ces travailleurs est réglé. Ce n'est pas exact, a dit leur porte-parole Abdoulaye Sis au micro de Ney Managuindo. Nous pouvons comprendre que pour donner une bonne image de l'emploi au Sénégal, que l'on ne veuille pas parler de ce problème, que l'on ne veuille pas dire que pendant que le Sénégal crie haut et fort les résultats dans l'emploi de la jeunesse, qu'on ne veuille pas dire que parallèlement, à côté, le Sénégal a licencié 200 jeunes qui sont dans la rue. Et il n'y a aucun rapport qui ait eu à montrer la pertinence de ce licenciement. Nous avons en face de nous beaucoup de charges. Nous sommes dans notre souffrance, nous sommes dans notre douleur. Nous cherchons le diable pour lui tirer la queue. Alors on ne permettra pas à Lamine Dieng de dire sur toutes les zones que la chose est réglée, que l'État a réglé le problème. Donc nous appelons le directeur de la NPJ d'arrêter de nous mettre en mal avec les populations. Parce qu'à chaque fois qu'il fait de pareilles déclarations disant que l'État a réglé la chose, il nous met en mal avec nos familles. Parce que les gens, la famille va se dire que on vous a payé votre argent, vous ne voulez rien faire. Il nous met en mal avec nos créanciers. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un passif assez lourd auprès des banques. Le mouton tabaski est un casse-tête pour les pères de famille à Sédhiou. Pas assez de bêtes dans la commune. En plus, les rares que l'on trouve sont très chers. Les éleveurs expliquent cela par le coût du transport élevé. Correspondance Lamine-Ba. Ce n'est pas encore la grande affluence dans les points de vente de Sédhiou à moins de 10 jours de la célébration de la Tabaski.
Seuls 3 petits groupes de moutons, loin de favoriser la concurrence des prix, sont présents. Conséquence, le prix du bélier est encore très élevé. Toumani Sadio vient de marchander avec un vendeur, mais n'a pu s'accorder avec lui. Il établit ici son inquiétude. Je suis venu pour payer un mouton pour la Tabaski. Les prix sont très élevés. Les moutons qui coûtaient 50 000, actuellement on les paye à 80 000. C'est trop cher et il n'y a pas assez de moutons ici. Chez les vendeurs, on confirme qu'il n'y a pas de moutons pouvant être cédés à moins de 70 000 francs. El Babandiaï en est un. Le mouton se coûte à 70 000 jusqu'à 130. Oui. Il n'y a pas de mouton de 50 000, il n'y a pas de mouton de 100 000. Non, non, franchement, même nous, en gros, ici, on ne peut pas céder un mouton à 50 000. Avec un seul bac qui assure la traversée sur la transgambienne, les vendeurs de moutons n'ont d'autre choix que d'emprunter la voie par Tambacounda, ce qui hausse le prix du transport et se répercute sur celui du bélier, explique El Babandiaï. Oui, parce que nous, on a parti par la corniche. Avec la Gambie, là, ça ne peut pas aller. Si on fait le bâtiment partout, on ne peut pas attendre. La corniche est encore excessivement chère. Mais par la corniche, on parvient à payer à 500 000 à 550 000 le transport. Jusqu'à-là. C'est pour cela, quoi. Du côté des pères de famille qui vivent une angoisse terrible, on croise les bras tout en comptant sur l'arrivée d'autres vagues de moutons pour espérer une baisse du prix sous l'effet de la concurrence. Je lance un appel aux autres éleveurs qui viennent vite pour aider la population. Mais en attendant que ce vœu se réalise, les Sédiois vont devoir faire avec ce qu'on leur propose, des moutons chers et en nombre insuffisant. Lamine Bassidio, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Binta Diallo, nous retournons au Burkina Faso. La situation est toujours tendue, on l'a dit tout à l'heure. Le général Diendéré est le président proclamé du Conseil national pour la démocratie. Gilbert Diendéré, l'homme qui avait annoncé le coup d'État de 1983, un proche du président Compaoré et son ex-chef d'état-major. Il est le président du Conseil national pour la démocratie, qui est Diendéré, portrait réalisé par Daouda Dioufan. Fils d'un militaire Mossi et originaire de la région de Yako, dans la province de Passoré, comme le président Thomas Sankara, le général Gilbert Diendéré, âgé de 53 ans, a été le chef d'état-major général des armées sous le régime du président Blaise Compaoré. Dirigeant depuis 30 ans les soldats d'élite du Burkina, le régiment de la sécurité présidentielle, Diendéré est l'un des rares officiers généraux de la sous-région qui maîtrise autant les questions sécuritaires dans la zone sahélo-saharienne. Ce géant d'1,95 m et soussant les 50 cm a eu à superviser l'arrestation du président Sankaré. Patron des renseignements généraux burkinabé, le général Diendéré, qui adore le treillis, ressemble à un enfant qui se cache derrière les jambes de sa mère quand on lui présente un inconnu. Sultan à la main, c'est juste pour saluer, c'est par un bonjour, presque gêné, qui répond. Quand il parle, il faut tendre l'oreille. Peint comme un homme discipliné et discret, et qu'on ne peut jamais savoir quelle est sa position. Gilbert Diendéré aime le football et les filles. Il a eu à intégrer le Britannique militaire de Kadiogo. Cet officier militaire qu'on le retrouve dans tous les coups a une femme du nom de Fatou. Madame Diendéré, députée et membre du bureau exécutif du Congrès pour la démocratie et le progrès, aime la politique et ne cache pas ses ambitions. Un jour, elle a laissé entendre, je cite, si Blaise Compaoré est là, pourquoi pas mon mari Gilbert Diendéré? Aujourd'hui, l'homme fort du Burkina est réputé être invisible et ne se promène jamais en ville. Les militaires français et américains aiment bien Diendéré, lui qui a toujours joué de bons offices dans le rang. La situation sur place à Ouagadougou, le couvre-feu a été instauré et les frontières fermées. Tout à l'heure, le président français Hollande a condamné le coup d'État et appelé à la remise en place des institutions et à la libération des dirigeants de transition. Le président Kafando et le premier ministre Isaac Zida sont toujours détenus par le RSP Antoine. Autre pays, autre difficulté, la Guinée-Bissau qui est dans l'attente de la nomination d'un nouveau premier ministre. Le PAIGC, le parti au pouvoir, a proposé un seul nom au président Vaz, Carlos Correa. Cet homme âgé de 82 ans sera-t-il confirmé ou infirmé par le chef de l'État? Nous retrouvons à Bissau notre envoyé spécial, Anna Rocha en ligne. Bonjour Anna. Bonjour Binta Diallo, bonjour à tous. Alors, quelle est la situation sur place? Est-ce que le président Vaz s'est déjà prononcé sur la situation? Pas encore, Binta Diallo. La Guinée-Bissau est toujours à l'écoute du président de la République, José Mario Vaz, qui doit donc se prononcer sur la proposition faite hier par le PAIGC. Un homme, en fait, pour remplacer Domingos Pereira comme Premier ministre. Carlos Correa est pressenti à ce poste, vous l'avez dit. C'est l'actuel premier vice-président du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, un ancien combattant de la lutte armée. Il a été Premier ministre à 3 reprises, les 3 fois sous les différents règnes de João Bernardo Vieira.
Aujourd'hui, Carlos Correa a 82 ans. Certains grincent des dents vu son âge. Pour d'autres observateurs de la scène politique ici à Bissau, Carlos Correa a la légitimité, la maturité et l'expérience pour diriger une future équipe gouvernementale. Il faut dire aussi que lui-même a vécu le scénario qu'on vit aujourd'hui. En 1997, Binta Diallo, la Cour suprême avait déclaré sa nomination inconstitutionnelle parce que le Parlement n'avait pas été consulté. C'est une semaine plus tard que Carlos Correa a été confirmé à son poste de Premier ministre. C'est la situation actuelle ici à Bissau. José Mario Vaz doit donc accepter cette proposition du PAIGC s'il veut débloquer la crise, ou alors rejeter, et dans ce cas, la crise risque de s'enliser. On rappelle juste aussi que le médiateur, l'ex-président Obasanjo, est toujours dans la capitale bissau-guinéenne pour justement suivre l'évolution de la situation politique ici à Bissau, Binta Diallo. Et en attendant donc la décision, en tout cas du président José Mario Vaz, est attendue dans les prochaines heures. Merci beaucoup Alain Rocha qui se trouve en Guinée-Bissau où il fait 12h23. RFM midi. RFM. L'actualité internationale. L'épidémie de choléra Binta dans un camp de déplacés au Nigeria. Elles ont fui les exactions de Boko Haram, mais le choléra les attendait dans les camps de déplacés. 16 personnes sont mortes, emportées par une épidémie de choléra au nord-est du Nigeria. L'annonce a été faite par Médecins sans frontières. Au Niger, la situation des réfugiés qui ont fui, réfugiés nigérians, qui ont fui Boko Haram est catastrophique selon l'ONU. C'est même atroce, a dit l'Organisation des Nations Unies. Les réfugiés nigérians établis au Niger ne sont pas en sécurité dans ces camps situés au sud-est du Niger. Le coordonnateur humanitaire régional de l'ONU pour le Sahel compte, a-t-il dit, faire un plaidoyer au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU pour alerter les bas-fonds. C'est tout, Antoine, pour cette page internationale. Merci, Binta. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur le coup d'État au Burkina Faso, on va en parler dans quelques minutes. RFM. Malal Junior Diangre, bonjour. Bonjour Antoine. Basket en ouverture de cette page des sports. Les Lions du Sénégal seront face au Mali cet après-midi. C'est dans le cadre des Jeux africains. Et on joue exactement les demi-finales du tournoi qui oppose les Lions du Sénégal aux Aigles du Mali. Une rencontre difficile selon l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Moustapha Gaye. Toutefois, ce dernier pense que l'équipe du Sénégal regorge de joueuses capables de tenir tête aux Maliennes. Il a été joint au téléphone ce matin par la RFM. C'est une demi-finale de compétition africaine, que ce soit le Mali, l'Angola ou le Nigeria. Nous y allons avec la seule intention de gagner, de faire la jouer pour la gagner. Maintenant, que ce soit le Mali, la seule particularité, c'est que l'équipe avec 10 jours qui peuvent se faire, mais nous avons nos arguments que nous allons essayer de faire prévaloir ce soir. Oui, c'est difficile, ça veut dire qu'il y a un élément très important pour nous, mais nous préparons la formation et nous avons de trouver des solutions à toutes les dépenses. C'est comme ça que nous allons nous appeler à répondre présent avec nos gars. C'est niveau ici de très élevé, mais à l'innovation, avec 6 équipes, 7e de très préparées. Bon, avec le fondateur dans une semaine, mais déjà il y a des prémices du bataille avec Sénégal, Angola, Nigeria, Mali, Mozambique. Ça va être compliqué, mais c'est ça la compétition, il faut se battre. Quelles sont les nouvelles concernant Astou Traoré? Elle va de mieux en mieux, elle va de mieux en mieux, elle a couru avec nous, mais je ne sais pas s'il faut prier pour qu'elle soit faite pour le 24 septembre 2027. L'autre demi-finale chez les filles va opposer l'Angola au Nigeria, Antoine. Football, 4 ans après la rencontre de Kigali, les Lions olympiques retrouvent le Burkina Faso. Et c'est toujours dans les tournois des Jeux africains. C'est donc la première finale qui va donc opposer ces deux équipes au Sénégal au Burkina Faso. Il était l'entraîneur du Sénégal en 2011 à Kigali. Beaucoup de Sissi, aujourd'hui entraîneur de l'Azak Namour, pense que l'équipe nationale du Sénégal a un groupe capable de tenir et de résister face à l'équipe du Burkina Faso et de ramener la médaille d'or. Beaucoup de Sissi que nous écoutons.
en 2011 au Rwanda, à Kigali, et avec c'était deux belles équipes. Donc aujourd'hui, c'est un match qu'il faut reprendre avec beaucoup de sérénité. Parce que le Sénégal a grandi, les joueurs sont allés jouer ailleurs et sont revenus avec un autre niveau. Donc, à mon avis, ils sont en mesure, en tout cas, de prendre le revanche sur le Burkina. Et c'est le Sénégal que je joue également, à mon avis, est la meilleure équipe de ce tournoi-là. Donc, il y a aucune raison qu'on est fort du Burkina et qu'on ne pense pas revenir à la médaille d'or. Parce que, sauf si l'équipe, en tout cas, pense que tout est gagné et tout est accordé. Il faut jouer pour le match. Parce que donc, en tout cas, on est en mesure de nous jouer avec la médaille d'or, mais ce soit dès la fin du match. Je pense que demain, non, le match. Je pense que donc, ce sera une grande joie, en tout cas, que le Sénégal gagne la médaille d'or avec ce groupe qui est là depuis 2009. En cette catégorie, il faut créer un plan de carrière aux joueurs. Donc, je pense qu'il faut maintenant une coupe pour matérialiser cette préparation. Le football, toujours avec le maire de Bambilor qui veut voir les équipes de sa localité dans l'élite. Et pour ce faire, il a décidé d'accélérer les travaux de réhabilitation du stade municipal de la ville. Ngagne Diop a également invité les acteurs du basketball à tout mettre en œuvre afin que l'équipe retrouve l'élite pour que Bambilor puisse briller donc sur le plan du sport. Il est au micro d'Alexandre Fenn, des propos tenus à l'occasion d'une cérémonie de remise de subventions aux ASC de la ville de Bambilor. Nous sommes en train de réfectionner le terrain de Bambilor d'une valeur de 17 millions. Nous prendrons nos responsabilités. On ne peut pas utiliser les deniers publics, ça va arrêter. La présidente de la commission jeunesse sport l'a dit. Nous voulons une équipe forte au niveau de la commune de Bambilor. Et cette équipe sera prise en charge par la commune. Ce sera l'équipe de la commune. Mettre sur pied une structure qui va gérer cette équipe. Nous avons les moyens d'avoir une équipe. Vous avez l'appui du conseil municipal pour mettre sur pied cette équipe. Dans cette équipe, nous avons un volet sur le basket aujourd'hui qui est en train d'être appuyé à la Fédération sénégalaise de basket. Aujourd'hui, si vous voyez ces équipements de basket, c'est pour l'équipe et non pour les foyers ou pour les villages. On va mettre sur pied un comité provisoire qui va gérer cette équipe de basket.